Je, J'avais promis que je voulais pas qu'on finisse sur une touche positive et on pourrait finir par la minute coronavirus. En fait, l'idée, ce serait quand même de pouvoir se réserver un petit temps de discussion avec la salle. Néanmoins, je vous avais demandé peut-être après avoir évoqué les verrous, d'évoquer aussi soit les réussites, des succès dont on peut se réjouir, hein, soit des sources assez plausible d'enthousiasme ou d'espoir. Peut-être pour se donner ensuite le temps de développer avec la salle une réponse un petit peu brève, un petit peu le succès, le succès ou l'espoir qui vous anime, pas nécessairement le plus grand succès, mais quelque chose qui donne l'impression qu'on peut quand même changer d'avenir. Moi, rapidement, ouais, moi, ce qui m'enthousiasme là, c'est vraiment on est dans les ruptures là. Quand je voyais la presse face aux incendies d'Australie, il y avait une odeur de fin du monde, de ça peut nous arriver à nous. Et donc là, en plus, avec le virus, avec tout ce qui arrive, on est dans une sorte d'entraînement grandeur nature. C'est plus théorique, on rentre dans le vif du sujet et la question de la résilience, c'est un mot théorique compliqué qui est vraiment un peu neuneux. Enfin, c'est vraiment difficile la résilience. En fait, la résilience, c'est pas un concept qu'on aborde de manière théorique, c'est une pratique. C'est comment on fait. Donc là, on rentre dans le dur et heureusement que, enfin, je sais pas, le coronavirus, c'est une pandémie. Elle est catastrophique, mais peut-être pas assez pour achever notre société. On peut essayer, enfin, on peut l'espérer, mais en même temps, non, mais c'est vrai, rien n'est joué, tout est possible. En même temps, elle est assez présente pour nous montrer comment on réagit et peut-être réajuster. Donc là, on est dans de l'apprentissage à grande échelle et ça me stimule. Et moi, ce que j'adore voir, c'est la jeunesse qui se réveille, et cette jeunesse souvent plus mûre, plus adulte que beaucoup d'adultes. Et moi, j'ai cette image qui me marque en temps de guerre, on entend les récits. Tout à l'heure, on passait devant la rue, où je sais plus, le rond-point Guy Moquet. Enfin, tous ces jeunes, ils avaient 19 ans, 17 ans, ils s'engageaient pour des causes, ils en mouraient. Et 17 ans, voilà, bah, c'est eux, ils sont dans la rue. C'est la génération Greta Thunberg. Et c'est une question de vie ou de mort. Et en fait, ça me fait penser au vivant. Toi aussi, Virginie, qui est dans le vivant, enfin l'écologie, les sciences du vivant. C'est incroyable aussi à quel point les phénomènes de bascule peuvent aller aussi vers la régénération, et ça peut aller très vite quand on a les bons leviers, les bons outils, au niveau social, au niveau politique, au niveau vivant. On a aussi cette capacité, nous les humains, on ne fait pas que détruire, on a cette capacité d'être aussi des jardiniers et d'aller vers des explosions de vie assez imprévisibles et pour le coup incroyables. Ouais. Merci beaucoup. Minute coronavirus, Corinne. Non, je vais pas rebondir là-dessus. Plutôt, effectivement, sur ce qui peut nous animer. Moi, je trouve pas beaucoup de motifs en fait de réjouissance et encore moins ce soir, pour être tout à fait honnête, parce que je pense qu'on n'est pas du tout préparé à ce qui arrive et je crains en fait que les souffrances ne soient pas également partagées et que les premiers touchés, voilà, on est quand même dans un pays qui a été laminé par des années et des années de casse, justement, de tous les mécanismes de solidarité. On commence à s'en rendre compte aujourd'hui avec le service hospitalier. Et voilà, je trouve qu'on n'est pas dans de bonnes conditions aujourd'hui pour accueillir ça du tout. Et qu'on va avoir besoin, alors pour le coup, effectivement, d'un entraînement grandeur nature en matière d'essayer de tisser tout ce qu'on peut en matière de coopération, de solidarité et d'entraide. Et ça, je pense que ça va commencer là très rapidement. Et du coup, moi, ce qui m'anime dans tout ça, c'est plus qu'une question d'espoir, qui est un sentiment qui est très projeté vers l'avenir. C'est au contraire de me recentrer sur le présent.
et de peut-être moins compter sur des choses à venir, hein, sur des choses futures, et de plutôt miser sur le présent et sur le fait justement de rester debout, de rester digne dans l'ensemble de ces situations. Et je crois que c'est déjà un joli motif en fait de se lever le matin, de faire preuve de dignité, de solidarité, de ne pas baisser les bras, de continuer la lutte, ne serait-ce que pour ça, parce que ces combats qu'on mène, ils sont justes, parce qu'on en a besoin et parce que plus l'avenir est incertain, plus on a intérêt à se raccrocher au présent. Et je trouve qu'il est d'autant plus beau qu'on se tient fier, libre et heureux face à tout ça. Pablo parlait d'affect. Je apportais juste trois moments d'émotion que j'ai vécu ces derniers mois et qui s'inscrivent dans une approche positive de ce qu'on peut faire en politique. La première, c'est l'accueil du camp climat organisé par Alternativa dans ma commune. 1000 personnes, beaucoup de jeunes, responsables, une gouvernance partagée. Enfin, ça rayonnait dans la ville. J'étais vraiment fier d'accueillir cette population qui marche pour le climat. Deuxième moment d'émotion, c'est une association de Kingersheimois de sensibilité musulmane qui ont souhaité construire un lieu de culte musulman dans une commune qui a un vote du Front National puissant. J'aurais pu en faire une affaire très technico-politique en disant on met à disposition un terrain, et puis voilà. Ce qu'on a souhaité avec le président de l'association, c'est que ça rentre dans le débat public, non pas sur la question de savoir s'il faut un lieu de culte ou pas, ça c'est la réponse de la loi de laïcité, c'est une liberté, mais de savoir comment on peut sortir du silence, créer du dialogue, sortir des peurs, faire le lien entre une communauté spirituelle et faire société républicaine, comment on peut travailler sur cette question-là, comment on peut clouer le bec à ceux qui sont en permanence dans l'accusation, dans la désignation de gens différents. Et évidemment, on a fait une première séance qui a institué la séquence démocratique avec un conseil participatif de 80 membres. Pas une personne n'a quitté cette séquence pendant 6 mois. Et des gens qui venaient de Strasbourg aussi, des aumôniers, etc., des imams, enfin bref. Et la première séance est la plus importante. Elle donne du sens. Elle permet aux gens de poser des questions, d'exprimer les peurs. Et ça a été dit. Et donc, il y a un groupe projet, une équipe projet, on était plus nombreux, qui avons préparé cette première séance. Et j'ai confié cette séance à quelqu'un qui est un professionnel du débat public. D'ailleurs, dans un premier ouvrage qui s'appelle Faire renaître la démocratie, j'avais proposé qu'en tous les bassins de vie, les grandes villes, on ait à nos côtés des ingénieurs de débat public qui puissent construire de l'intelligence collective. Ça ne s'improvise pas. Et donc là, cette première réunion était animée par quelqu'un d'autre que le maire. Moi, j'ai donné le sens. On a invité un philosophe, Joël Roman, qui est président de l'association Laïcité Islam, quelqu'un de l'Observatoire national de laïcité pour amener de la connaissance. 3 heures de débat, la maison de citoyenneté remplie, des gens que je ne voyais pas, que je ne connaissais pas, des gens avec foulard, sans foulard, des gens qui disent « j'ai peur des Arabes ». Enfin, tout a été dit avec 2 choses au départ de la réunion publique. Un, on ne dit pas « on » quand vous exprimez, vous dites « je », parce que le « on » est irresponsable. On dit que non, ça ne veut rien dire. Et deuxièmement, on ne s'applaudit pas, on n'est pas à la cour de récréation et on n'est pas à l'Assemblée nationale le mercredi après-midi. Mais alors, les gens se sont exprimés 3 heures pour ouvrir ensuite, créer un conseil participatif et travailler sur le sujet qui est ensuite venu devant le conseil municipal, qui était décision qui était prise à l'unanimité. Eh bien, à l'issue de la réunion publique, faut bien imaginer que l'association était un peu sur le grill, quoi. C'était pas évident d'accepter ce débat-là. Il m'a dit, monsieur le maire, est-ce que je peux conclure la séance? J'ai dit, bien sûr. Il a dit, voilà, moi je voudrais vous dire que j'ai accepté avec le maire qu'on en fasse un débat public, que ce soit transparent, qu'il n'y ait pas de caricature, qu'on avance dans le dialogue. J'ai senti beaucoup de respect. Le maire n'a pas souhaité qu'on s'applaudisse, mais je voudrais vous remercier de la qualité de l'écoute et du dialogue. Eh bien, je voudrais vous demander de vous lever et de vous applaudir. Tout le monde s'est levé et tout le monde s'est applaudi. Et moi, je suis rentré à la maison en disant plus fier qu'un soir et plus heureux qu'un soir d'élection. Dernière chose, je parle souvent de légitimité de l'action publique. Nous avons besoin de relégitimité des décisions publiques. Il y a un des axes majeurs de légitimité nouvelle, c'est redonner la confiance par la transparence, par l'égalité. Eh bien, pour remplacer le personnel communal qui part en vacances en été, eh bien, j'accueille tous les candidats, jeunes, lycéens et étudiants. Ils viennent souvent avec leur famille, donc la maison de citoyenneté est remplie, et je procède au tirage au sort.
Et quand les jeunes sont tirés au sort, ils passent devant un jury pour dire leur intérêt et leurs compétences pour assumer. C'est donc à la fois l'égalité de chance et en même temps le mérite. Eh bien, je peux vous dire que c'est ce moment-là où les gens se rendent compte, où on se rend compte, nous les élus, que les habitants ne demandent pas grand-chose. Ils ne demandent pas grand-chose. Ils demandent simplement qu'on soit tous sur le même pied d'égalité, qu'il y ait les mêmes chances, que tout le monde, qu'il n'y ait pas de clientélisme, qu'il n'y ait pas d'opacité. Et que l'égalité, ça ne se dit pas seulement le 8 mai et le 11 novembre au Monument Mort. Que l'égalité des chances, ça se construit tous les jours. Et un jour, j'ai vu un papa pleurer. Il a pleuré de joie parce que son fils a été tiré au sort. Eh bien, le prénom de son fils, ça a été Mohamed. Eh bien, je suis heureux que dans ma famille, qu'il s'appelle Mohamed, Joseph ou Philibert, qu'ils aient tous la même chance d'être recrutés par la mairie, par le tirage au sort. Et c'est ça aussi l'égalité de chance. Et moi, ça me produit de l'émotion. C'est aussi ça, la démocratie construction.